Affamé, sors de la classe. Ces mots-là, je ne les ai pas entendus de ma propre oreille ce jour-là, non. Mais l'écho de leur cruauté résonnait désormais dans chaque fibre de mon être, brûlant ma gorge d'une bile amère. L'institutrice avait chassé mon fils de la salle, proférant cette insulte sans se douter qui était son père. Avec un père comme ça, la seule chose qui t'attend, c'est de balayer les rues, avait-elle lancé à mon fils de 9 ans, devant toute la classe. Devant les regards curieux, amusés ou peut-être gênés de ses camarades, les joues de Matteo avaient dû s'embraser de honte. Je pouvais presque sentir l'atmosphère lourde de l'humiliation qui s'était abattue sur lui, le silence pesant après la chute de ses mots, plus tranchant qu'un couteau. Pendant 3 longs mois, elle l'avait humilié chaque jour, et moi, je n'en avais pas la moindre idée. 3 mois durant lesquels mon fils pleurait la nuit, le visage enfoui dans son oreiller, et moi, je croyais que c'était de simples cauchemars d'enfant. Le sommeil lourd de l'homme épuisé par le labeur, l'esprit englué dans ses propres soucis, m'avait rendu aveugle et sourd à sa détresse silencieuse. Puis un jour, j'ai trouvé cette note froissée au fond de la poche de son pantalon d'uniforme scolaire. Le tissu rêche et un peu usé sous mes doigts, la surprise de découvrir ce petit trésor caché. Écrites d'une écriture enfantine et maladroite, les lettres dansaient sur le papier comme des petits soldats désordonnés. Ton papa est un affamé. Et juste en dessous, avec une encre rouge vif, au contraste saisissant, une calligraphie d'adulte, ferme et acérée, une signature qui disait « Bien dit, VG ». Le rouge de l'encre semblait saigner sur le papier, comme une blessure fraîche. À ce moment précis, j'ai compris. J'ai compris que le temps était venu de revenir à la vie que j'avais laissée derrière moi il y a 8 ans, cette vie dont les ombres me hantaient encore parfois au creux de la nuit. Une vie faite de décisions rapides, de conséquences inattendues, d'une certaine forme de pouvoir que j'avais cru enterrer. Mais on ne tourne pas le dos à son passé aussi facilement quand il s'agit de protéger ce qui compte le plus. Je me suis présenté à la réunion de parents d'élèves, vêtu de ma salopette de travail maculée, le tissu épais imprégné de l'odeur âcre de la poussière de ciment et du fer. Les taches anciennes, indélébiles, racontaient des histoires de chantier, de sueur et d'effort. Elle, Valentina, l'institutrice, a éclaté de rire en me voyant, un rire moqueur, aigu, qui résonnait dans la salle de classe éclairée par les néons blafards. Les autres parents, tirés à 4 épingles pour la plupart, ont ri avec elle, leur regard se posant sur moi comme sur une curiosité. Un intrus. L'air s'est épaissi de leur condescendance, la chaleur de l'automne à l'extérieur contrastant avec la froideur de leur jugement. Leurs rires ont continué jusqu'à ce que le directeur n'entre en courant dans la pièce, pâle comme un linge, le souffle court, les yeux écarquillés par une peur soudaine. Alors, le sourire narquois de Valentina s'est effacé d'un coup, comme si quelqu'un venait d'éteindre une lumière dans ses yeux. La pièce est devenue silencieuse, un lourd silence de plomb. Pendant 3 mois, j'avais vécu aux côtés de Matteo sans voir ce qui se passait réellement. 3 longs mois où je l'avais vu partir pour l'école le matin, son petit sac à dos sur les épaules, et revenir l'après-midi, le visage un peu plus fermé chaque jour. Je l'avais vu faire ses devoirs à la table de la cuisine, la lumière du soleil déclinant sur ses cahiers, puis aller se coucher, me sourire le matin avec une étincelle qui s'amenuisait et me souhaiter bonne nuit d'une voix de plus en plus éteinte. Je n'avais rien vu parce que j'étais plongé dans mon travail, dans mes pensées, dans cette dette impayée envers un père décédé à qui je n'avais jamais pu demander pardon. Le souvenir de son visage buriné par le temps, de ses mains fortes, me revenait parfois, me tiraillant l'âme d'un regret lancinant. J'étais enfermé dans ma propre prison de culpabilité et d'épuisement. Matteo changeait petit à petit, si graduellement que j'avais attribué cela à son âge. Il a 9 ans, pensais-je, en le regardant du coin de l'œil. Bientôt 10, il grandit, il devient plus réservé. C'est normal. Les enfants, à cet âge, commencent à prendre leur distance avec leurs parents, à construire leur propre monde intérieur. Je l'avais lu, je l'avais entendu d'autres pères sur le chantier, leur voix résonnant avec l'écho de leurs propres expériences. Mon fils est simplement en train de mûrir, me répétais-je, essayant de me convaincre. Il ne faut pas le presser, il ne faut pas envahir son espace.
S'il lui arrive quelque chose, il me le racontera lui-même. Je m'étais construit une carapace de certitude, une illusion de normalité. Mais il ne m'avait rien raconté en 3 mois. Pas un mot, pas un murmure sur ce qui le rongeait. La première chose que j'ai réellement remarquée, c'était sa façon de manger. Ou plutôt, comment il avait cessé de manger. Avant, Matteo se réveillait avec une faim de loup, courant à la cuisine pour le petit déjeuner. L'odeur du café chaud et des crêpes emplissait l'appartement d'une promesse gourmande. Il finissait toujours tout ce que je lui préparais, son assiette propre comme un sous-neuf. Mais soudain, il s'est mis à remuer sa nourriture, la déplaçant comme un objet étranger, sans saveur. « Je n'ai pas faim, papa », disait-il d'une petite voix, et il s'envolait pour l'école, presque sans avoir goûté une bouchée. Une angoisse sourde commençait à s'installer en moi. Ensuite, j'ai remarqué qu'il avait cessé de rire. Matteo avait toujours été un enfant joyeux, un rayon de soleil. Il riait de tout et de rien, d'une façon si contagieuse que sa joie me gagnait. Son rire était pur, cristallin, un son qui remplissait nos petites pièces de lumière. Et soudain, il avait disparu, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur à l'intérieur de lui. Matteo me souriait quand je lui demandais s'il allait bien, mais c'était un sourire forcé, étrange, qui n'atteignait pas ses yeux. Il y avait une distance dans son regard, une opacité que je n'arrivais pas à percer. Je m'accrochais désespérément à l'idée que c'était temporaire, que ça lui passerait, que tous les enfants traversaient de telles phases. La nuit, je l'ai entendu pour la première fois vers la fin octobre, même si je sais maintenant qu'il pleurait bien avant cela. Je dormais d'un sommeil profond, lourd de fatigue après mes longues journées de travail, et ne m'en rendais pas compte. Cette nuit-là, je me suis réveillé sans savoir pourquoi. Je suis resté allongé dans l'obscurité, le cœur battant, cherchant ce qui m'avait arraché au sommeil. C'est alors que j'ai entendu un son étouffé, venant de sa chambre, juste à côté. Quelqu'un essayait de pleurer sans être découvert, étouffant ses sanglots contre l'oreiller, transformant sa peine en un murmure déchirant. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Je me suis levé, avançant à tâtons, m'efforçant de ne faire aucun bruit. La porte de sa chambre était légèrement entr'ouverte. J'ai poussé doucement, un filet de lumière du couloir éclairant la scène. Je l'ai vu. Matteo était allongé sur le ventre, son visage enfoui dans l'oreiller, son corps frêle secoué de tremblements. Ses petites épaules maigres tressautaient sous le tissu fin de son pyjama, un spectacle déchirant. Il m'a entendu et s'est immobilisé d'un coup, retenant sa respiration, comme s'il pouvait me tromper. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, ma voix basse, tremblante d'inquiétude. Je me suis assis sur le bord du lit, mais il n'a pas bougé. Il est resté le nez enfoui dans l'oreiller, silencieux quelques secondes, puis m'a dit, d'une voix étouffée et rauque, qu'il avait fait un cauchemar. « C'était juste un mauvais rêve, papa. Ça arrive parfois. Tout va bien. » Je ne l'ai pas cru, pas un instant. Mais je n'ai pas insisté non plus. J'ai caressé ses cheveux doux, sa nuque fine, et je suis resté assis à ses côtés, sentant la chaleur de son petit corps, jusqu'à ce qu'il feigne de s'endormir. Je suis retourné dans ma chambre, et je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au lever du soleil, hanté par l'image de ses épaules tremblantes. La semaine suivante, les sanglots étouffés de Matteo derrière son mur devinrent quasi quotidiens. Chaque nuit, la même scène. Il me disait avoir fait un cauchemar, assurant que tout allait bien. Mon inquiétude grandissait, mais il restait muré dans son silence. Le matin où tout a basculé commença normalement. Après ma douche, j'enfilai ma salopette de travail. Elle n'était pas neuve, maculée de taches tenaces, mais je la lavais méticuleusement chaque week-end. C'était mon uniforme, mon choix, le reflet d'une identité dont j'étais fier. Je préparais le petit déjeuner quand Matteo sortit de sa chambre, en uniforme scolaire. Ses yeux gonflés trahissaient une nuit agitée. Il s'assit, piquant distraitement sa crêpe, évitant mon regard. En me servant un café, je lui annonçai que je quitterais le chantier plus tôt pour la réunion de parents d'élèves l'après-midi même. Matteo se raidit. D'une voix étrangère, il me supplia de ne pas y aller. Il fixait son assiette vide, ajoutant que ce n'était pas obligatoire et que cela lui donnait honte. Honte ? Mais pourquoi, mon grand ? Demandai-je, le cœur serré. Après un silence pesant, il lâcha des mots qui me transpercèrent. Si j'insistais pour y aller,
Il fallait que je change de vêtements, que je mette quelque chose de normal. Je ne saisis pas immédiatement la cruauté de la demande. Normal ? Ai-je répété, montrant ma salopette. Est-ce que ce que je porte est anormal ? Matteo ne répondit pas. Il attrapa son sac, m'embrassa machinalement la joue et s'enfuit sans finir son petit déjeuner. Je restai figé au milieu de la cuisine, fixant la porte refermée. Mon regard glissa vers ma salopette, vers mes mains calleuses et tachées. Pour la première fois, une douleur aiguë me transperça. La vérité me frappa brutale. Mon fils avait honte de moi. Honte de mes vêtements, de mon apparence, de ce que je représentais. Personne ne savait que ce modeste appartement abritait un homme qui aurait pu s'offrir le quartier. Depuis 8 ans, je n'avais plus fait appel à ma véritable puissance, celle que j'avais bâtie. C'était mon choix d'être un père normal, loin de l'empire qui m'avait jadis absorbé. Mon regard s'attarda sur le numéro de Rodrigo. Je savais ce que j'allais faire, et le poids de cette décision me serrait la gorge. J'avais juré de ne jamais rouvrir la porte de mon passé. Je voulais une vie simple, une salopette normale. Mais Matteo, mon fils, avait été humilié pendant 3 longs mois, et cette réalité brutale venait de briser mon monde patiemment construit. Je m'étais efforcé d'oublier l'homme que j'étais, les rouages impitoyables du pouvoir que je maîtrisais autrefois. Les souvenirs de ces nuits sans fin, passées à négocier des accords, à orchestrer des stratégies, alors que Matteo, un bébé, dormait paisiblement dans son lit, ressurgissait parfois. La culpabilité, cette vieille compagne, me rongeait. Je voulais rattraper le temps perdu, lui offrir une enfance simple, ancrée dans la normalité que je n'avais jamais connue. Ma salopette bleue, emblème de mon travail acharné, de cette nouvelle vie que j'avais choisie, était devenue le symbole même de cette quête. Mais à présent, un adulte, censé enseigner et protéger, avait souillé son âme en griffonnant une note qui traitait mon fils de « enfant de crève-la-faim ». C'était trop. Cela devait cesser. Mon pouce hésita un instant au-dessus de l'écran tactile, puis appuya. Le téléphone sonna, le son résonnant étrangement dans le silence pesant de la cuisine. Une légère brise d'automne s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, faisant frissonner les rideaux. Rodrigo décrocha au 3e coup. Sa voix, d'ordinaire si posée, trahissait la surprise, presque l'effroi. Je pouvais sentir, même à travers la ligne, qu'il avait vu mon nom s'afficher et qu'il peinait à y croire. Le passé, que j'avais si méticuleusement enterré, venait de frapper à sa porte aussi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. Et dans son ton, je retrouvais cette loyauté inébranlable, cette préoccupation sincère, cette disposition absolue que j'avais déjà entendue 8 ans auparavant, le jour de nos adieux. Ce jour-là, j'avais laissé derrière moi un empire, des armées de collaborateurs et des hommes comme Rodrigo, dont la fidélité était aussi rare que précieuse. Sa voix était une ancre, me rappelant la force que j'avais mise en sommeil. Je lui expliquais, avec une concision que je n'avais pas utilisée depuis des années, que j'avais besoin d'informations. « Tout ce que tu peux obtenir sur l'école 27, » dis-je, ma voix reprenant une intonation plus ferme, presque métallique. Le directeur, l'enseignante de 3e B, les plaintes passées, les problèmes éventuels. Tout ce que tu pourras rassembler pour demain matin. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Rodrigo comprenait le langage de l'urgence et de l'efficacité. Il marqua une courte pause, puis osa une question, sa voix adoucie par une réelle inquiétude. Qu'est-il arrivé à Matteo ? Il se souvenait de mon fils, même s'il ne l'avait vu qu'une seule fois, il y a 8 ans, alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Cette petite preuve d'humanité, cette mémoire inattendue, me toucha en plein cœur. « Je ne sais pas encore avec certitude, » répondis-je, une pointe de douleur voilant mes mots. « Mais tu comprendras tout demain. Pour l'instant, ne pose pas de questions. Contente-toi de faire ce que je te demande. » Il me répondit qu'il le ferait, et je savais que c'était la vérité. Rodrigo avait toujours agi ainsi, sans jamais douter, sans jamais hésiter. C'était précisément pour cela que je l'avais tant estimé toutes ces années, et que son nom était resté le seul lien avec mon ancienne vie, un numéro sauvegardé au cas où l'impensable se produirait. Je raccrochai, le combiné pesant lourd dans ma main, et mon regard retourna vers la note posée sur la table de la cuisine. Le papier froissé, les mots griffonnés d'une écriture rageuse,
Ton papa est un crève-la-faim. Bien dit. V. Chaque lettre était une insulte, chaque mot une blessure. La lumière blafarde de l'ampoule suspendue au-dessus de la table donnait au papier une teinte grisâtre, presque spectrale. Mon sang bouillonnait. Demain, j'allais découvrir qui était cette VG. Demain, j'irai à cette réunion sans changer de vêtements, sans me cacher derrière un costume et une cravate. Je me présenterai telle qu'elle, avec ma salopette et mes mains d'ouvrier, et je la regarderai droit dans les yeux. Ma dignité, ma fierté et l'honneur de mon fils exigeaient cette confrontation frontale. J'avais fait preuve d'une patience rare. Mon fils rentrait en pleurs. Son enseignante rédigeait des notes humiliantes. J'aurais pu tout arrêter en 5 minutes, mais j'avais passé 8 ans à me construire une vie normale, m'interdisant de brandir l'épée de mon passé. Le plus déchirant, c'est que Matteo avait gardé cette note pendant des mois, sans rien dire, pour ne pas m'inquiéter. À 9 ans, il se souciait déjà de protéger l'adulte. J'avais ouvert la porte verrouillée, et ce qui s'annonçait allait être percutant. Le lendemain matin, une lumière grise filtrait. J'appelai Rodrigo. Il me livra ses recherches nocturnes. Valentina Galvan, 54 ans, maîtresse d'école, 30 ans d'expérience, au dossier impeccable. Le directeur, Victor Navarro, 55 ans, 12 ans à la tête de l'établissement, jouissait d'une excellente réputation, sans plainte formelle. Rodrigo débitait les faits avec sa précision habituelle, sa voix calme. Mais Rodrigo avait creusé plus loin. 3 plaintes contre Galvan au cours des 5 dernières années avaient disparu des registres. Mon cœur se serra. Une colère froide remplaça la fureur initiale. Preuve d'une dissimulation, d'un système protégeant les siens au détriment des enfants. Je lui demandai de contacter le directeur si nécessaire. Il confirma d'un oui sec. « Pas encore, Rodrigo », dis-je, ma voix basse et tendue. « Tiens-toi prêt cet après-midi. Si je t'appelle, contacte le directeur et dis-lui. Molina demande à le rencontrer. » Le nom résonna, chargé du pouvoir que j'avais tenté d'enterrer. Molina, jadis suffisant à ouvrir toutes les portes, à faire trembler les plus puissants. Rodrigo resta silencieux, puis me demanda avec hésitation si j'étais conscient de ce que je faisais. « Tu as passé 8 ans à construire un mur entre ta vie actuelle et l'ancienne, » dit-il. « Maintenant, tu t'apprêtes à le démolir. » Je savais que j'allais libérer un tsunami. « Oui, » répondis-je, ma voix ferme. Il me dit qu'il attendrait mon appel. L'après-midi, avant la réunion, je devais parler à Matteo. Je ne pouvais aller à l'école sans toute la vérité de sa bouche. La note était une preuve, mais j'avais besoin que mon fils me le raconte, qu'il décharge ce fardeau. Quand il rentra de l'école, je l'attendais à la table de la cuisine. La pièce baignait d'une atmosphère lourde. Il entra, me vit et sut aussitôt que quelque chose n'allait pas. Ses pas hésitants, le bruit de la clé, tout trahissait sa perception. Les enfants perçoivent ces choses, surtout ceux qui ont appris à décrypter l'humeur des adultes, devenus experts des non-dits. Mon cœur se serra. Matteo, si jeune, avait déjà développé cette douloureuse vigilance. Je pris la note froissée et la déposai sur la table, devant lui. Je ne dis rien, attendant. Le silence de la cuisine s'épaissit. Matteo la vit, son visage devint si pâle que je fus effrayé. La couleur quitta ses joues, laissant une blancheur cireuse. Il fixa le papier, ses yeux se remplirent de larmes. Il tenta de les retenir, mais elles débordèrent, traçant des sillons sur ses joues. « Je croyais l'avoir jeté », murmura-t-il, la voix étranglée par les sanglots. « Je ne voulais pas que tu la voies. Ce n'était rien. » Il tentait encore de me protéger, de minimiser sa douleur. Je me levai, contournai la table et m'agenouillai devant lui. Je l'enveloppais dans mes bras, sentant la chaleur de son corps, ses larmes mouillant mon épaule. Ce silence scellait ma promesse de protection et d'amour infini. Je le serrai contre moi, le laissant pleurer silencieusement, comme il le faisait depuis 3 mois, la nuit, contre son oreiller. Mon fils avait porté ce fardeau seul pour me protéger. Une fois calmé, je l'assis à mes côtés. Je lui assurai que je n'étais pas fâché, que rien n'était de sa faute et que je voulais tout savoir. Matteo commença, d'abord hésitant, puis tout sortit d'un coup. J'écoutais, la rage montant en moi, mais gardant un visage calme pour lui. Il avait besoin d'un père serein.
Il me raconta qu'en septembre, la première semaine, Valentina avait demandé le métier des parents. Matteo avait dit que j'étais ouvrier du bâtiment. Elle avait insisté « Quel genre ? Ingénieur ? Architecte ?» Quand il expliqua que je travaillais sur les chantiers, avec mes mains, dans mon bleu de travail, elle s'était moquée, affirmant que ce n'était pas un constructeur, mais un simple manœuvre, un raté n'ayant rien accompli. Toute la classe avait ri avec elle. Ensuite, elle l'avait changé de place, le plaçant seul dans un coin. Elle avait déclaré que sa stupidité ne devait pas être contagieuse, que les enfants de familles décentes n'avaient pas à s'asseoir à côté de quelqu'un comme lui. Tous les jours, elle trouvait un motif pour l'humilier. Elle l'humiliait au tableau, l'interrompant, lui disant qu'avec un tel cerveau, sa place était dans la rue, balai en main, comme son père. Elle surnommait les enfants de familles modestes des balayeurs, son insulte favorite. À Matteo, elle répétait « fils de balayeur, balayeur héréditaire, futur balayeur ». Les autres enfants riaient, encouragés par elle. Certains avaient commencé à le harceler. Mots écrits, bousculades, affaires cachées. Elle le voyait et ne faisait rien. Parfois même, elle souriait. Il pleurait chaque nuit, mais n'osait pas me le dire. Il craignait que je le juge faible, et que si j'allais à l'école dans mon bleu de travail, elle et tous riraient encore plus fort devant lui. Quand il eut terminé, je restai silencieux un long moment, lui tenant la main. Je ne trouvais pas les mots. Puis je lui dis qu'il n'était pas faible. Supporter cela seul, à 9 ans, pendant 3 mois, prouvait une force que peu d'adultes possèdent. J'étais très fier de lui, mon fils. À partir de maintenant, les choses allaient changer. Je n'allais plus rester en retrait. Matteo me supplia de ne pas aller à la réunion. Il craignait que cela empire, qu'elle et les autres riraient, et qu'il ne supportait pas de me voir humilié. Je m'accroupis, le regardai, et lui assurai que j'irais, que nous allions en finir cette nuit. Il viendrait, car je n'avais personne pour le garder, mais il m'attendrait dans le couloir. Matteo acquiesça, se recroquevillant comme pour se préparer. Je n'ai pas changé de vêtements exprès. Je portais mon bleu de travail, couvert de poussière et d'éclaboussures du chantier. Mes mains sentèrent le ciment, mes bottes de la boue séchée. J'aurais pu me changer, mais je ne l'ai pas voulu. Je me regardais dans le miroir, voyant l'ouvrier qu'il verrait, un homme sans costume, bon seulement à porter des briques. C'est ce que je voulais qu'il voie. Nous arrivâmes à l'école 15 minutes avant la réunion. Le couloir était déjà rempli de parents. Mères au manteau cher, pères en costume, tous tirés à 4 épingles et sûrs d'eux. À notre entrée, les conversations s'éteignirent. D'abord un regard, puis un coup de coude, et bientôt tous nous fixaient. Je sentais leurs yeux parcourir mon bleu de travail, mes bottes boueuses, mes mains burinées. Les gens s'écartaient sur notre passage, comme si j'allais salir leurs vêtements. Les chuchotements s'élevèrent. Une femme en cachemire, au regard dur, se pencha vers sa voisine. « Qui est le père de ce monsieur ?» demanda-t-elle, à voix basse mais audible. L'autre répondit que c'était Molina, celui qui élève seul ce pauvre enfant. Un murmure plus acéré parvint. « Ah, ça explique pourquoi le gamin est comme ça. » Son mari, en costume impeccable, laissa échapper un rire gras, confirmant leur accord tacite. Chaque syllabe était une épine, plantée en ce qu'il y avait de plus précieux. Mon fils. Matteo serrait ma main, désespéré. Je sentais ses tremblements. Son silence, sa main moite, ses épaules recroquevillées en disaient long. Il souhaitait disparaître, échapper à ces regards accusateurs et murmures assassins qui écorchèrent son jeune cœur. C'était une douleur physique de le voir ainsi, lui, d'habitude si vif, réduit à cette masse tremblante. Un flashback me traversa. Matteo riant aux éclats sur le chantier, fier de m'aider. Ce contraste me brisait. Mon regard chercha un refuge pour lui. J'aperçus une chaise en plastique dur, sans confort, adossée au mur froid, près de la porte de la salle. Je l'y conduisis, main sur son épaule. « Attends-moi ici, mon grand », lui dis-je, malgré la rage, essayant de parler doucement mais fermement. « Je ne serai pas long. » Il hocha la tête, les yeux fixés sur ses chaussures terreuses. Il se colla au dossier, cherchant à se faire invisible. Le couloir sentait le désinfectant bon marché et les parfums chers, un mélange âcre qui accentuait mon malaise.
Je pris une profonde inspiration et pénétrai dans la salle. Les parents étaient déjà installés, tassés sur les petits pupitres, leurs figures sérieuses presque ridicules sur ces meubles d'enfants. L'air, lourd de craie et de parfum cher, pesait sur mon cœur déjà lourd. Devant le tableau noir se tenait Valentina Galvan. Ses cheveux poivre et sel, tirés en un chignon impeccable, et son tailleur gris austère, la drapèrent d'autorité. Elle tapotait doucement une règle en bois contre sa paume. Elle me vit, et un sourire calculé, condescendant, ne parvenant pas à ses yeux froids et perçants derrière ses fines montures, se dessina sur ses lèvres. « Ah, le père de notre élève spécial est enfin arrivé », annonça sa voix claire et percutante, s'assurant que tous entendent. Elle me fit signe de m'asseoir, me nommant Molina Torres, et ajouta avec une fausse sollicitude « Vous venez directement du travail, je suppose ?» Ces félicitations pour mes obligations parentales dégoulinaient d'ironie, une moquerie à peine voilée. Je sentais les regards des autres parents peser sur moi, curieux, amusés, mais jamais indignés. Je trouvai un siège libre, un de ces petits pupitres où je peinais à me glisser. Je m'assis sans répondre, la chaise grinça sous mon poids. Ce qui me frappe le plus, rétrospectivement, ce n'est pas tant l'attitude abjecte de l'institutrice, mais le silence de cette salle pleine d'adultes, supposément éduqués et respectables. Pas une seule âme n'a ouvert la bouche. Au contraire, ils riaient doucement, acquiesçaient, voire s'écartèrent de mon chemin, comme si j'étais contagieux. Mon sang bouillait à cette lâcheté collective, cette indifférence qui me blesse presque autant que les paroles de Valentina. Ils fermèrent les yeux, préférant le confort de l'ignorance à l'inconfort de la justice. Une lâcheté qui me rappelait toutes ces injustices vues enfant, sans que personne n'intervienne. La réunion commença. Madame Galvan parla des performances générales du groupe, félicitant les meilleurs élèves, nommant chacun avec un sourire chaleureux et des hochements de tête complices à leurs parents, qui se rengorgeaient de fierté. L'ambiance était agréable et cordiale. J'attendais, le ventre noué, le tour de mon fils, sachant que cette façade de bienveillance allait s'écrouler. Ce moment arriva. Son expression changea du tout au tout. « Maintenant, » dit-elle, sa voix prenant une inflexion plus grave, « nous allons parler de Molina. » Elle ouvrit le carnet de notes de Matteo et commença à égrener des chiffres froids. Langue, insuffisant. Mathématiques, à peine la moyenne. Lecture, insuffisant. Tout est pareil, conclut-elle d'un ton las, et je ne sais vraiment plus quoi faire avec ça. Elle leva les yeux vers moi. Elle répéta ce que Matteo m'avait déjà raconté, des mots qui me firent serrer les dents. En 30 ans d'enseignement, déclara-t-elle, son regard glaçant, j'ai remarqué un schéma clair. Là où il y a une famille normale, il y a des enfants normaux. Elle marqua une pause, son regard glissant vers ma salopette de travail et mes mains calleuses. Elle laissa la phrase en suspens, un geste éloquent de ses mains soulignant l'insinuation brutale. La douleur redoubla en me remémorant les larmes de Matteo, me rapportant ces mêmes paroles. Un rire mesquin s'échappa d'un parent, et elle continua, enhardie. Elle suggéra une classe spécialisée ou une école technique. « Il y a de bons métiers, » dit-elle d'un ton mielleux. « On a besoin de soudeurs, de mécaniciens. Pourquoi l'enfant devrait-il souffrir dans un collège normal s'il n'en a pas les capacités ?» Puis vint le coup de grâce. Avec un père comme ça, le garçon n'aura pas d'autre avenir que de balayer les rues, avec un peu de chance. Les rires devinrent plus ouverts, masque de suffisance sur les visages de certains parents. Je la fixais en silence. Un calme dangereux s'installait en moi, chaque mot renforçant ma détermination. Elle interpréta mon silence comme de l'impuissance, une victoire qui l'encouragea. Elle continua, d'une fausse compassion. « Je comprends, » dit-elle, « que vous n'ayez pas le temps d'aider votre fils. Le travail est dur et votre formation académique ne semble pas très poussée. Mais l'enfant en paie les conséquences et il faut l'accepter. » C'était la goutte d'eau. Elle venait de me juger et de me condamner, moi et mon fils, sans me connaître. Je posai ma question, ma voix étonnamment calme. « Avez-vous terminé ?» Elle fut prise au dépourvu. Un silence s'installa, puis elle répondit, secouée. « Oui, bien sûr. J'expose simplement la réalité. Rien de personnel. » Sans un mot de plus, je sortis mon téléphone de ma salopette.
Je composais le numéro de mon bras droit, Rodrigo. Le son des touches résonna dans le silence. Puis, d'une voix claire, je prononçai « École 27, salle 302. Appelle le directeur. Dis-lui que Molina demande sa présence. Maintenant. » Je raccrochai. Valentina Galvan me regarda avec un sourire tordu de dédain et d'incrédulité. « Vous allez déposer une plainte ?» demanda-t-elle, avec un rire sec. « Ou peut-être appeler la police ? On n'emprisonne pas les gens pour avoir dit la vérité, mais vous pouvez toujours essayer. » Je la fixai droit dans les yeux pour la première fois de la soirée, mon regard vide d'émotion mais lourd de signification. « Non, » lui dis-je, ma voix basse mais perçante. J'ai appelé mon bras droit. Elle allait répliquer, mais une certitude inébranlable qu'elle ne pouvait définir la retint. 5 minutes s'écoulèrent dans un silence absolu et oppressant, le bourdonnement des néons et mon cœur battant la chamade étant les seuls bruits. Les parents échangeaient des regards perplexes. Valentina triturait frénétiquement des papiers, sa nervosité trahissant la disparition de son aplomb. Chaque froissement résonnait dans le silence tendu, témoignant de son vertige. Je restais immobile, attendant mon heure avec une patience glaciale. Soudain, des pas rapides résonnèrent dans le couloir, se rapprochant. La porte s'ouvrit à la volée, claquant violemment. Sur le seuil se tenait le directeur de l'école, le visage d'une pâleur spectrale, le front perlé de sueur. Il me fixa, puis Valentina, ses yeux trahissant une peur authentique, viscérale. La voix brisée, il parvint à articuler. « Valentina, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» Le directeur, encore essoufflé, restait figé sur le pas de la porte. Il avait visiblement couru, sa cravate de travers, sa veste déboutonnée. Il m'observait comme on craint l'inévitable, quelqu'un dont la présence était insoupçonnée. Valentina ne comprenait rien. Son regard allait du directeur à moi, tentant d'assembler les pièces d'un puzzle qui ne correspondait pas. Elle, la maîtresse des lieux qui m'avait humilié un instant plus tôt, se retrouvait face à un directeur au visage défait. Le contraste était saisissant et une satisfaction froide commença à se distiller en moi. Le directeur Victor Navarro reprit son souffle et fit quelques pas hésitants dans ma direction. Sa voix tremblait lorsqu'il s'adressa à moi, prononçant mon nom, Sergio Andrés Molina, avec une déférence inattendue. Il s'excusa sincèrement, expliquant qu'il ignorait que mon fils était élève ici et qu'une telle situation n'aurait jamais été tolérée s'il l'avait su. Valentina l'interrompit d'une voix coupante, irritée. Elle demanda au directeur ce qui se passait, qui j'étais, et pourquoi il se comportait comme s'il avait devant lui le ministre de l'Éducation et non un simple pion avec une salopette sale, répétant son insulte. Le directeur se tourna alors vers Valentina, et je vis sur son visage une horreur pure. Il lui dit à voix basse, chaque mot résonna avec une clarté glaçante dans le silence oppressant de la salle. « C'est Sergio Andrés Molina, le propriétaire du Grupo Molina Construcciones, l'homme qui finance les travaux du nouveau bâtiment scolaire, qui fait don au programme du district plus que ne vaut le budget annuel complet de cette école, et qui figure sur la liste des entrepreneurs les plus influents de la région. » Le silence qui suivit fut pesant. J'entendis des parents retenir leur souffle ou chercher discrètement sur leur téléphone pour vérifier l'information. Valentina, près du tableau noir, vit son assurance s'effondrer, son visage pâlir et sa confusion se muer en une panique dévastatrice. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent, sa posture s'affaissa. Elle bredouilla des excuses, un flot précipité de mots. C'était un malentendu. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'aurait jamais osé si elle avait su. Elle me supplia de comprendre qu'avec mon « allure », comment aurait-elle pu imaginer ? Une effroyable coïncidence, répéta-t-elle, cherchant désespérément une échappatoire. Je la laissai s'enfoncer dans ses justifications, observant sa lâcheté. Quand elle se tut, à bout de souffle, je lui dis, très lentement, chaque syllabe pesée, que c'était précisément là le problème. Elle ne comprit pas, me demandant de clarifier. Alors je répétais, d'une voix égale et ferme, « Le problème, c'est exactement ce que vous venez de dire. Si vous aviez su, vous auriez moins humilié, ou choisi qui humilier avec plus de soin. Mon fils ne peut pas être maltraité parce que son père a de l'argent, mais les autres le peuvent.
parce que leurs parents ont un emploi commun et un salaire normal. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un son. Elle était muette, vaincue. Je continuai. Mon père a été balayeur toute sa vie. Il se levait avant l'aube pour balayer les rues, ramasser les ordures toute l'année. Je me souviens de l'odeur âcre des matins froids, du bruit régulier de son balai, du souffle de sa respiration. Il rentrait la nuit tombée, les épaules courbées par la fatigue, mais la tête haute. Ses mains étaient, comme les miennes, épaisses, calleuses, marquées par l'effort. Je la regardais droit dans les yeux, la voix grave. Si j'étais resté le simple fils d'un balayeur, sans argent, sans entreprise, sans influence, auriez-vous continué à humilier mon fils? Et mon père aussi? Son silence fut ma réponse. Dans la salle, les parents s'agitaient, des téléphones vibraient, des chuchotements éclataient. La vérité se propageait comme une traînée de poudre, mêlant gêne et indignation collective. Un homme en costume coûteux se leva du fond de la salle, brisant le silence tendu. Il s'éclaircit la gorge et déclara, d'une voix assurée, s'être rappelé de notre rencontre l'année passée, chez le gouverneur, et m'offrit son aide. À ses côtés, sa femme le tira vivement par le bras, le forçant à se rasseoir. Sur son visage, je lus un mélange éloquent de gêne et de peur, me rappelant les chuchotements méprisants sur « le pauvre petit ». Je ne leur accordais aucune attention, mon regard rivé sur Valentina, l'expression impassible, tandis que je poursuivais. J'expliquais que, 8 ans auparavant, à la naissance de Matteo et après le départ de sa mère, j'avais décidé de me retirer du monde des affaires. Je voulais l'élever moi-même, le voir grandir normalement, loin des jugements élitistes des écoles privées, où la valeur se mesure à l'argent. Je portais mon bleu de travail car je travaillais de mes mains sur le chantier comme mon père. C'était un choix profond. « Et vous ?» dis-je à Valentina, la voix dure. « Vous m'avez jugé sur mes vêtements et mon fils à travers moi, sans chercher à savoir qui nous étions vraiment. » Une pensée fulgurante me traversa l'esprit. Matteo. Il était dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte. L'angoisse me saisit. Il avait tout entendu. J'ouvris complètement la porte. Là, recroquevillé sur une petite chaise, mon fils, le visage pâle, les yeux rouges de détresse. Il avait tout entendu. Je l'appelai doucement. Il se leva, s'approcha lentement. Je pris sa main, sentant le léger tremblement de ses doigts. Je le conduisis dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers nous, mon bleu de travail et son uniforme d'écolier, nos mains entrelacées, symbole de nos mondes réunis. Me tournant vers la classe avec une gravité nouvelle, je dis « J'ai besoin de comprendre ». Mon regard glissa des adultes vers la dizaine d'enfants assis dans un coin. Est-ce que cela n'arrivait qu'à Matteo, ou bien à vous aussi? Un silence pesant s'installa. Les enfants fixaient Valentina, leurs yeux reflétant la même peur glaçante que celle de mon fils chaque matin. Une petite fille aux tresses serrées brisa le silence. Je dus me pencher pour l'entendre. Non, ce n'était pas seulement avec Matteo. Je l'encourageais. Sa petite voix tremblante, les larmes aux yeux, elle raconta que la maîtresse l'appelait « défectueuse » pour sa lenteur à lire, la traitait de bête et menaçait de l'envoyer dans une école pour attarder. Sa mère, présente, se leva, effrayée, et lui demanda pourquoi elle n'avait rien dit. Entre deux sanglots, l'enfant expliqua que sa maman lui disait d'endurer, que la maîtresse savait mieux, et qu'on ne contredisait pas les adultes. Un petit garçon, bégayant, parla à son tour. Le barrage s'était rompu, quelqu'un écoutait enfin. Il raconta que la maîtresse l'obligeait à lire à voix haute et quand il butait, tout le monde se moquait. Elle aussi le traitait de défectueux. Une autre fillette, plus âgée, expliqua que la maîtresse l'appelait « grosse » devant tous, lui répétant qu'elle ne serait jamais aimée. L'un après l'autre, les enfants prirent la parole. Chaque histoire était unique dans sa cruauté, révélant une humiliation endurée jour après jour. Les parents, figés dans l'horreur, pleuraient en silence, ou regardèrent leurs enfants avec un mélange de chagrin et de culpabilité. D'autres fixaient Valentina d'un air sombre, presque dangereux. Je me tournai vers les parents. « Saviez-vous » Personne ne répondit. Le père au costume cher, qui m'avait accosté plus tôt, murmura qu'il s'en doutait,
mais la jugeait professionnelle. Malgré ses 30 ans de carrière et ses prix, il pensait que c'était de l'exigence, sa méthode de discipline. Une mère éclata en sanglots, avouant que son fils subissait cela depuis 3 ans, mais n'avait osé se plaindre, craignant d'aggraver le harcèlement. Mieux valait se taire et supporter. Je les regardais, tous ces adultes instruits, bien employés, qui avaient trahi leurs propres enfants. Ils savaient ou se doutaient, mais n'avaient rien fait. Ils s'étaient tus pendant que cette femme brisait leurs enfants, par peur ou par conviction. Ma colère résonna. Plus de 30 adultes instruits, et vous vous êtes tus. Pendant des années, cette femme a brisé vos enfants. La seule réponse fut un silence lourd, honteux, celui de personnes reconnaissant leur faute sans l'admettre. Valentina parla. Sa voix était méconnaissable, étrangère. Sa voix n'avait plus son assurance autoritaire habituelle. Elle était basse, brisée, empreinte d'une humanité inattendue. L'air, lourd de honte, vibrait d'une tension nouvelle, comme si une fissure s'était ouverte dans sa carapace. Personne ne comprenait, affirma-t-elle. Elle aussi, répéta-t-elle, avait été traitée de la sorte dès l'enfance. Enseignants et camarades l'avaient rabaissée et humiliée. Personne ne l'avait défendue. L'écho de cette solitude passée emplissait la pièce, palpable, presque suffocant. Je sentais le poids de ces mots. Une confession libérée après des décennies de silence, révélant l'ampleur de sa blessure. Je la regardais attentivement. Dans ses yeux, je vis l'inattendu. Ni rage, ni peur, ni arrogance habituelle. C'était une douleur ancienne et profonde, celle d'une enfance brisée. Un fardeau de plus de 50 ans, une plaie jamais refermée qui l'avait transformée. Un abîme de souffrance se reflétait dans ses pupilles. À cet instant, je compris. Elle n'était pas un monstre, mais une personne brisée qui, à son tour, brisait les autres. Une chaîne de souffrance, une violence inconsciemment répliquée. Mais comprendre n'équivalait pas à pardonner. La salle, les parents silencieux, les regards fixés sur moi, attendaient. L'atmosphère était chargée. Je devais décider de la suite, un point de non-retour pour tous. Valentina, figée près du tableau noir, n'était plus la femme dominante qui s'était moquée de ma salopette. Sa posture, moins rigide, épaules voûtées, comme si le poids de ses mots l'écrasait, la rendant plus fragile. L'air, lourd de son autorité, était rempli d'une étrange vulnérabilité. Valentina commença alors à raconter son histoire. Sa voix, basse et hachée, soulevait chaque mot comme une lourde pierre des profondeurs de sa mémoire. Le silence des parents était total, suspendu à ses lèvres. Son père buvait, dilapidant en alcool le peu qu'il gagnait de travaux sporadiques. L'odeur du tabac froid et de l'alcool imprégnait les rares meubles de leur petite maison. Sa mère était malade, clouée au lit, laissant la petite Valentina s'occuper d'elle, de ses jeunes frères et sœurs, et d'une maison en ruine. Les murs lézardés, le plâtre effrité, l'humidité et les courants d'air froid formaient le décor lugubre de son enfance. L'argent manquait toujours. Les voisins leur donnaient des vêtements usagés, rapiécés, souvent de tailles inadaptées. Ses chaussures, toujours 2 numéros trop grandes, l'obligeaient à traîner les pieds. Les autres enfants se moquaient d'elle, de sa démarche lourde et hésitante, chaque pas une invitation au rire cruel. La honte lui montait aux joues, brûlante, à chaque moquerie. Elle évoqua sa maîtresse, une femme aigrie qui l'avait prise en grippe. Cette institutrice la désignait du doigt devant toute la classe, avec une voix sèche et méprisante qui résonnait encore en elle, 50 ans plus tard. « Valentina Galvan, ta place est dans la rue, comme ton père. » Ou encore « Galvan, tu finiras par laver les sols, comme ta mère. » Ces mots résonnaient, des pics acérés se plantant droit dans le cœur de la petite fille, la laissant pantelante. Les enfants riaient toujours, un rire moqueur que la maîtresse encourageait, son ricanement sec résonnant comme une approbation tacite de la cruauté. Aucun adulte, pas un seul, n'était apparu pour protéger cet enfant qui, chaque matin, marchait vers l'école, le ventre noué par la peur et la honte. Elle se sentait invisible, insignifiante. Elle s'était jurée de s'en sortir. À force de courage et d'obstination, elle étudiait la nuit, à la lueur vacillante d'une chandelle, l'électricité étant coupée faute de paiement. Le silence de la nuit, brisé par sa plume,
était son seul refuge. Le froid mordait ses doigts, mais elle s'accrochait à ses livres comme à une bouée de sauvetage. Elle obtint les meilleures notes, entra à l'université, se fit maîtresse d'école. Elle était sortie seule de ce puits où elle était née, sans aide. Elle s'était fait la promesse de ne plus jamais être vulnérable, ni victime, de ne plus jamais être humiliée. Un serment gravé au fer rouge dans son âme, une armure forgée dans la douleur. Elle affirma croire faire du bien aux enfants, que le monde était cruel et qu'il valait mieux l'apprendre à l'école, sous sa supervision, plutôt que plus tard. Mieux valait s'endurcir sous son regard que de se briser dans la vie adulte, où personne n'aurait de considération. Elle voulait leur apprendre à être forts, comme elle l'était devenue, pensait-elle, avec sa propre férocité. Je l'écoutais sans l'interrompre, le silence de la pièce ponctué par le son de sa voix, et le frisson occasionnel qui parcourait l'assemblée. Matteo était à mes côtés, agrippé à ma main, et je sentais la tension dans sa petite prise. Il absorbait chaque mot, essayant de digérer ce qui, à 9 ans, le dépassait. Son corps était raide, son regard fixé sur Valentina, comme s'il cherchait à comprendre ce mystère douloureux qui s'abattait sur la salle. Quand elle se tut enfin, le souffle court, je pris la parole. Je lui dis qu'elle ne rendait aucun service aux enfants. Loin de leur enseigner la force, elle leur apprenait à se haïr eux-mêmes, le monde et les autres. Ma voix était calme, mais ferme, sans la colère ressentie plus tôt. Je ne voulais pas l'humilier à mon tour, mais lui faire face avec une vérité implacable. Elle avait été humiliée, et s'était vouée à humilier. La maîtresse qui l'avait brisée enfant avait arraché quelque chose en elle, et maintenant, l'adulte Valentina brisait la même chose chez d'autres. Ce n'était pas de la force, mais une maladie, une blessure qui se transmettait de génération en génération, une chaîne sans fin de souffrance. Elle tenta de me contredire, affirmant que je ne pouvais comprendre. Ses yeux retrouvèrent leur lueur de défi et de blessure, comme si elle se sentait attaquée. Je lui répondis que je le comprenais bien mieux qu'elle ne l'imaginait. Mon ton, lourd de non-dits, ne laissait aucune place au doute. Alors, je leur racontai l'histoire de mon père. Balayeur toute sa vie, il nettoyait les rues de notre ville, déblayant la neige, ramassant les feuilles, collectant les ordures, jour après jour, sous le soleil ou la pluie, son corps pliant sous l'effort. Il se levait à 5 heures du matin et rentrait le soir, quand l'obscurité était retombée. Sa vie était rythmée par les heures sombres. Les rares moments de lumière, il les passait courbés sur sa brosse, mains gantées de gros cuir. Ses mains étaient rugueuses, crevassées par le froid et l'effort. Son dos souffrait d'une douleur sourde et lancinante. Ses chaussures s'usaient jusqu'à se trouer, mais il ne s'est jamais plaint, ni rempli d'amertume contre un monde qui lui avait si peu donné. Il acceptait son sort avec une dignité silencieuse, une force tranquille qui m'avait longtemps échappé. J'ai été harcelé à cause de lui pendant mon enfance. Mes camarades me criaient « Molina, la fille du balayeur », et riaient en le voyant dans la rue. Ils me demandaient s'il pouvait leur balayer le chemin, le sourire narquois. Mon cœur se serrait, mes joues rougissèrent de honte. Les professeurs n'intervenaient jamais. Certains dissimulaient un sourire, feignant de ne rien entendre ni voir. Cette complicité silencieuse me rongeait, me laissant seul face à la cruauté enfantine et l'indifférence adulte. J'avais honte de mon père. Lui qui travaillait sans relâche pour mes études, mangeait moins pour mes livres et ne demandait jamais d'aide, même dans le besoin. Cette honte injuste et cruelle fut une tache indélébile sur mon âme d'enfant, une blessure et une culpabilité sourde qui me suivaient encore aujourd'hui. Je me sentais honteux, enfant stupide, trop enclin à croire les autres. Leurs chuchotements, rires et jugements s'infiltraient en moi comme un poison, remodelant ma perception du monde et de ma famille. Je n'avais ni la maturité, ni la force de caractère pour distinguer la vérité de la cruauté et rejeter l'opinion générale. À 16 ans, quelque chose se produisit que je n'ai jamais raconté, sauf à Rodrigo, mon associé, une seule fois, lors d'une nuit de confidence. Un secret lourd, une tache indélébile marquant mon adolescence et pesant sur chaque décision. Ce jour-là, je rentrais du lycée. C'était un après-midi tiède d'automne, l'air doux et terreux des feuilles mortes craquant sous nos pas. J'étais avec quelques camarades, nous marchions insouciants,
riant de bêtises d'adolescents. Le soleil déclinant dorait les façades. L'ambiance était légère, presque joyeuse. Je l'ai vu. Mon père, au coin de la rue, près de l'école. Sa silhouette familière, son balai à la main, sa salopette de travail usée, la même que je porte. Il balayait les feuilles, la poussière dansant dans les rayons du soleil. Il leva la tête, nos regards se croisèrent. Son expression, sans reproche, portait peut-être de la fierté. Mon cœur se serra. La honte me poignarda. La peur que mes amis le voient et que les moqueries recommencent me submergea. Sans un mot, je continuai mon chemin, l'ignorant totalement. Une lâcheté glaciale m'envahit. Mes camarades n'ont rien remarqué. Je marchais, écrasé par le poids de son regard. Il ne m'a pas appelé. Ce soir-là, le silence entre nous était épais. Il avait compris ma réaction sans un mot. 1 mois plus tard, il est mort d'une crise cardiaque, son balai encore à la main. On l'a retrouvé au matin. Il n'avait que 47 ans. Je n'ai pas eu le temps de lui demander pardon, de lui dire mon amour et ma fierté, de regretter mes pensées d'enfant aveuglé. Pas le temps de le remercier pour ses sacrifices. 22 ans ont passé. 22 ans de culpabilité sourde. Chaque aube, je sens son absence, son reproche silencieux. Je porte cette salopette de travail chaque jour comme pénitence, un rappel constant de mon père et de mon passé. En l'enfilant, je revois son visage doux mais marqué. Chaque regard dédaigneux me renvoie à ce jour où je l'ai ignoré. C'est mon fardeau, mon hommage, ma quête de rédemption. Alors oui, dis-je à Valentina, la fixant intensément, ma voix vibrante. Je comprends ce que vous ressentez. J'ai été humilié. J'ai eu honte de ce dont je n'aurais pas dû. J'ai fait du mal à la personne que j'aimais le plus, mais je n'ai pas tourné comme vous. J'ai choisi une voie différente. Ma phrase résonna, pleine de 22 ans de remords. Le silence retomba, lourd. On entendait un enfant renifler, une chaise craquer, le tic-tac d'une horloge. Le directeur, resté immobile, se racla la gorge et fit un pas. Il adopta un ton doux et conciliant, cherchant à éteindre l'incendie. Son sourire se voulait rassurant, mais ses yeux trahissaient une anxiété palpable. Il me comprit, reconnaissant la gravité, et suggéra une discussion privée, dans son bureau, en privé. Il rappela notre partenariat, mon entreprise construisant le nouveau bâtiment, un projet majeur. Tout pouvait se résoudre en silence, sans scandale. Il promit à Matteo le meilleur groupe et professeur, des excuses et compensations. Ses mots coulaient, un piège mielleux pour ma colère. Je le regardais, comprenant son jeu. Il cherchait à m'acheter, à museler ma révolte. L'injustice des enfants, leur souffrance, l'intégrité de l'école, rien ne l'intéressait. Seule sa réputation, sa carrière et l'argent comptaient. Il voulait tout étouffer, préserver l'image de l'établissement. L'écho de mon père balayant les feuilles me revint. Mais cette fois, c'était la saleté morale qu'on voulait dissimuler. Je lui demandai sans détour s'il voulait étouffer l'affaire. Il se sentit mal à l'aise, sa façade conciliante se fissura. Il balbutia sur une solution opportune. Je le coupai net, ma voix rauque. « Pour tout le monde, dites-vous ? Pour eux aussi ?» dis-je en désignant les enfants recroquevillés, leur voix tremblante du calvaire. « Pour eux aussi, cela fonctionnera. Ou allons-nous les oublier ?» Il resta sans voix, le visage figé. Alors, Matteo serra ma main plus fort. Il tirait sur ma manche, muet, voulant fuir cet endroit étouffant. L'air, saturé de tension, semblait trop lourd pour ses jeunes poumons. Je m'agenouillai devant lui. Son visage maculé de larmes séchées portait sa détresse. Dans ses yeux, je vis une fatigue immense, un épuisement indigne d'un enfant. C'était la fatigue du monde adulte, plus impitoyable qu'il l'avait cru. Il ne voulait ni victoire ni vengeance, ni que je détruise cette femme malgré mon pouvoir. Il voulait juste que tout cela se termine, rentrer à la maison, oublier le cauchemar. Et par-dessus tout, il voulait que je reste son papa, son refuge, pas un justicier. Je le serrai dans mes bras, lui murmurant que j'allais arranger les choses, mais pas à leur manière froide. À ma manière. C'était le seul chemin désormais. Je m'agenouillai de nouveau, lui demandant d'une voix douce s'il me faisait confiance.
Ses grands yeux rougis se posèrent sur les miens. Un instant, il hésita, puis hocha la tête, confirmant sa foi. Un poids s'allégea légèrement sur ma poitrine. Je me suis relevé sous le regard pesant des adultes. L'air, lourd d'attente, pesait sur nous. Mon regard balaya les visages livides de Valentina Galvan et du directeur Navarro. Ma voix ferme rompit le silence. Je prendrai ma décision demain matin. J'emmène mon fils. Sans un mot de plus, je pris la main de Matteo, qui se referma sur la mienne. Nous traversâmes la pièce, chaque pas résonnant, leurs yeux rivés sur nos dos, remplis de questions et de peur. Sur le seuil, je m'arrêtai. Je me tournai, balayant leurs visages figés. Mes yeux s'attardèrent sur l'uniforme de l'institutrice, la cravate du directeur, les tenues des parents. Ma voix retentit, forte et fière. Demain, je reviendrai. Je porterai mon bleu de travail, comme aujourd'hui. Mon père a porté des vêtements de travail toute sa vie, et j'en suis fier. Un silence glacial suivit mes mots. Je me retournai, et nous franchîmes le seuil. Derrière nous, un bruit sec retentit. Le dossier du directeur avait glissé de ses doigts, sous le poids de la surprise. Je ne regardai pas en arrière. La porte se referma, étouffant les tensions. Le trajet jusqu'à la maison se déroula dans un silence apaisant. Matteo, à mes côtés, agrippait ma main sans me lâcher. Ses doigts froids serraient ma paume, pleine de chaleur et de confiance. Je n'allumai pas la radio. Le silence était un baume nécessaire, les mots superflus. Je conduisis, mes pensées tourbillonnant entre cette nuit infernale et des souvenirs plus doux. Le moteur et les réverbères formaient une bulle protectrice, loin du tumulte. À la maison, je conduisis Matteo à son lit. Il s'endormit presque instantanément, épuisé, ses joues rougies par la fièvre des émotions. Ses paupières battirent un instant avant de céder au sommeil profond, tel un soldat après la bataille. Je déposai un baiser sur son front, éteignis la lumière, laissant la porte entr'ouverte. Je sortis, le cœur serré, mais empli d'une détermination nouvelle. Dans la cuisine, sur l'étagère, trônait une vieille photo de mon père, décolorée et cornée. Il y était jeune, en bleu de travail impeccable, un balai à la main, souriant. Un sourire franc, honnête, d'une gentillesse inaltérable. Je m'assis à la table usée, fixant l'image, perdue dans le passé, jusqu'à l'aube. 2 chemins s'offraient à moi. Le premier, simple et brutal. Un coup de fil à la presse, l'enregistrement de cette nuit divulguée, et ce serait un scandale national. Valentina Galvan renvoyée avec déshonneur, sa carrière de 30 ans en cendres. Le directeur destitué, sa réputation anéantie. Le collège démantelé, son image ternie. C'était la justice populaire. Représailles écrasantes, destruction calculée. Je pouvais le faire sans effort. Une part primale de moi l'exigeait. La vengeance serait douce et immédiate. Mais il y avait un second chemin, celui qu'aurait choisi mon père. Je le savais avec une certitude absolue, une connaissance viscérale. Au lever du soleil, ma décision était prise. Ce matin-là, devant la photo de mon père, je lui parlais à voix haute, un rituel secret que j'avais depuis des années. Je le faisais quand Matteo dormait, pour prendre une décision ou simplement me défouler. Il ne le savait pas et je n'avais pas l'intention de lui raconter, du moins pas encore. « Je pourrais la détruire, papa », ai-je murmuré. Un simple coup de téléphone et sa carrière s'écroule. Elle le mérite pour Matteo, pour tous les enfants qu'elle a brisés. Ce serait juste, au sens conventionnel du terme. Mon regard s'est perdu dans le sourire figé de la photographie, et un souvenir lointain, mais d'une clarté saisissante, m'est revenu en tête. Je me suis souvenu de Madame Dubois, notre voisine du dessus, une femme aigrie au cœur de fiel. Elle passait son temps à insulter mon père, le traitant d'inutile, le détestant parce qu'il était balayeur, parce que les enfants faisaient du bruit. Son mépris et son amertume étaient palpables. Je me souviens de sa voix perçante à travers les murs fins de l'immeuble. Et mon père, le lendemain d'une de ses pires colères, sous un épais manteau de neige, était sorti plus tôt. Il avait déblayé l'entrée de son immeuble avec un soin méticuleux, pour qu'elle n'ait pas à poser le pied sur le moindre amas de neige. Enfant, je lui avais demandé, incrédule, pourquoi il agissait ainsi alors qu'elle le détestait tant. Mon père m'avait regardé,
ses yeux doux mais profonds, et m'avait dit des mots gravés en moi pour toujours, dont le sens véritable ne m'apparut que bien des années plus tard. Répondre au mal par plus de mal, c'est multiplier le mal, et je ne veux pas multiplier. À 14 ans, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était de la lâcheté, qu'un homme, un vrai, devait rendre les coups, multiplier par 1000. Je confondais la force avec l'agression. Aujourd'hui, je sais que cette vraie force, authentique, je ne l'avais pas alors, et que je l'apprends encore à maîtriser chaque jour. C'est avec cette nouvelle clarté que j'ai décroché le téléphone. J'ai appelé Rodrigo, mon bras droit et homme de confiance, pour qu'il vienne au collège dans 2 heures avec l'avocat. Il m'a demandé, surpris, si des journalistes étaient nécessaires. J'ai répondu, ferme, non, aucun journaliste, aucune caméra. Pas pour l'instant. La phase médiatique, celle qui aurait fait exploser le scandale, n'était pas l'option choisie. Du moins, pas encore. Je suis arrivé au collège dans mon bleu de travail. Le tissu froissait à chaque mouvement, rappel constant de mes racines. Rodrigo m'attendait à l'entrée, son visage mêlant curiosité et confiance. À ses côtés se tenait l'avocat, tiré à 4 épingles. Il m'a regardé, ses yeux glissant sur mes vêtements avec une surprise mal dissimulée. Un léger froncement de sourcils trahissant son jugement. Rodrigo, lui, n'a fait aucun commentaire. Il me connaissait trop bien. Il savait que chacun de mes choix, même vestimentaires, avait un sens. Dans le bureau du directeur, tout le monde était là, comme je l'avais souhaité. Victor Navarro, pâle et hagard, semblait ne pas avoir dormi. Valentina Galvan, le visage éteint, se tenait recroquevillée dans un coin. Les représentants des parents, assis contre le mur, oscillaient entre peur et expectative, leur visage trahissant la crainte du pire. L'atmosphère était lourde et tendue. Assis face au directeur, mon regard ancré dans le sien, j'ai laissé le silence s'étirer, avant de déclarer, d'une voix calme et mesurée, « Je ne vais pas exiger le licenciement de Valentina Galvan. » Un silence stupéfait a suivi mes mots. Le directeur a esquissé un sourire timide de soulagement, ses épaules se détendant. Il s'apprêtait à parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Je n'ai pas terminé », ai-je affirmé, sans équivoque. Son sourire s'est effacé, remplacé par la surprise et l'appréhension. Tous les regards étaient à nouveau fixés sur moi. J'ai alors exposé mon plan. J'ai articulé ma vision, ma voix traversant la tension persistante. J'ai parlé de la création d'une fondation, un sanctuaire pour les enfants victimes de harcèlement, qu'il soit le fait d'enseignants ou de leur père. « El Overall », ai-je déclaré, le nom résonnant légèrement. C'était un hommage à mon père, un homme qui avait porté sa salopette de travail avec une dignité inébranlable toute sa vie, ne se sentant jamais honteux de sa condition. Cette fondation, ai-je expliqué, serait un réseau de soutien solide, des psychologues pour panser les esprits blessés, des avocats pour défendre la justice, des travailleurs sociaux pour guider les familles. Ce serait une bouée de sauvetage, accessible à tout enfant, à toute famille, entièrement gratuite. Un subtil murmure a parcouru la petite assemblée, une lueur d'espoir remplaçant l'appréhension initiale. Puis, mon regard, inébranlable, s'est tourné vers Valentina Galvan. Elle restait recroquevillée dans son coin, sa posture défensive. L'air s'épaissit de nouveau. J'ai exposé ces 2 options, ma voix dénuée d'émotion. Premièrement, ai-je commencé, je remettrai la note, cette preuve irréfutable portant votre signature. V.G. Valentina Galvan, directement au procureur. J'ai marqué une pause. Ce simple morceau de papier, ai-je expliqué, déclencherait une enquête formelle. Les enfants, réduits au silence par la peur, parleraient enfin. Leurs parents, enhardis, feraient écho à leurs témoignages. Toutes ces plaintes que le directeur avait fait disparaître referaient surface. Il y aurait un procès public, un scandale qui attirerait les journalistes. Sa carrière, bâtie sur des décennies, serait irrévocablement brisée. Son nom serait à jamais entaché, lié aux pires atrocités qu'un enseignant puisse infliger à un enfant. Le silence dans la pièce était absolu. La seconde option, ai-je poursuivi, vous continueriez à enseigner, à conserver votre poste. Mais pour 3 ans, chaque samedi,
Vous vous engageriez comme bénévole à la fondation El Overall. Sans rémunération, vous travailleriez aux côtés d'enfants ayant subi des brimades, des humiliations, des souffrances similaires à celles que vous avez infligées. Vous écouteriez leurs histoires, seriez témoin de leurs douleurs, cherchant à les comprendre et à les guider vers la guérison. Ce chemin offrait une chance d'expiation. Si vous l'acceptiez, la note resterait avec moi. Pas de tribunaux, pas de presse, pas d'humiliation publique. Valentina me fixait, une bataille intérieure la déchirant entre la peur de la destruction publique et un orgueil ancien. Malgré la voix de la raison, l'obstination l'emportait. Son corps, recroquevillé, semblait vibrer. Un long silence pesant s'étira. Quand elle parla enfin, sa voix, tranchante comme de la glace, claqua « Non !» Elle avait consacré 30 ans à l'enseignement, ne s'abaisserait pas à être bénévole, ni à demander pardon pour des péchés qu'elle ne reconnaissait pas. Stricte, oui, concéda-t-elle du bout des lèvres, mais toujours pour le bien des enfants, pour les préparer à la dureté de la vie. Si je voulais aller au procureur, qu'il en soit ainsi. Si je voulais un procès, qu'il en soit ainsi. Il ne la briserait pas. Elle ne s'était jamais pliée et ne commencerait pas maintenant. Je la regardais, une tristesse amère m'envahissant. Je savais, avec une certitude glaçante, qu'elle ne changerait pas. Le mal en elle était trop ancien, incrusté. La petite fille humiliée de son enfance n'avait jamais vraiment grandi. Elle s'était cachée derrière une carapace de cruauté qu'elle avait baptisée « force ». Je lui dis que c'était son choix, puis me tournai vers l'avocat. « Déposez la note au procureur dès aujourd'hui », ordonnai-je, ma voix retrouvant son autorité. « Et contactez le journaliste de la chaîne nationale qui a mené l'enquête sur le harcèlement scolaire l'année dernière. » Valentina pâlit encore, mais à ma surprise, elle ne recula pas. « Faites ce que vous voulez », lâcha-t-elle avec un défi froid. Je n'ai pas peur. Je me levai, le mouvement empreint de finalité, et m'approchai d'elle. L'air s'était épaissi. Ma voix s'abaissa à un murmure que seule elle pourrait entendre. Une dernière tentative de percer sa carapace. « On vous a humilié, enfant, lui dis-je. Au lieu de protéger les enfants qui traversèrent la même épreuve, vous avez fini par haïr les faibles. Le paradoxe était cruel, la tragédie immense. Vous êtes devenu exactement ce que vous avez le plus détesté. » Une infime fissure apparut un instant dans son regard, avant de se refermer aussitôt. Je pouvais la comprendre jusqu'à un certain point. La douleur de l'enfance, les cicatrices invisibles, mais je ne la pardonnais pas, cette phrase résonnant avec une clarté impitoyable. Vous auriez pu choisir un chemin différent, devenir l'enseignante que vous-même avez désespérément cherchée. Mais vous avez choisi de devenir la réplique exacte de ceux qui vous ont détruite. C'est votre tragédie, Valentina, pas la mienne. Je sortis du bureau, laissant derrière moi l'odeur de vieux café et le poids d'une décision irréversible. Le couloir me parut étrangement silencieux. 3 mois plus tard, la justice avait agi. Valentina Galvan fut licenciée après une enquête implacable. Encouragés par notre démarche, d'autres parents, longtemps intimidés, avaient témoigné, révélant les plaintes que le directeur avait si méticuleusement dissimulées. Victor Navarro, le directeur, fut également relevé de ses fonctions. Valentina, son nom désormais synonyme de honte, quitta la ville pour un exil définitif dans un village lointain, son histoire s'éteignant dans l'anonymat. Au début du printemps, la fondation El Overall ouvrit ses portes. Nous avions trouvé un petit local au cœur de la ville, modeste mais chaleureux, aux murs clairs et apaisants. Des pièces avaient été aménagées avec soin pour les enfants. Une salle de jeu pour les plus jeunes, des fauteuils confortables pour les plus grands. Des psychologues bienveillants, des avocats dévoués et des travailleurs sociaux empathiques formaient le cœur de notre équipe, entourés de bénévoles. Nous étions prêts à offrir une aide gratuite, un havre de paix et de soutien à quiconque en aurait besoin. L'odeur de peinture fraîche, de livres neufs et de biscuits créait une atmosphère accueillante et réconfortante. Chaque samedi, je me rends à la fondation avec Matteo. C'est un rituel précieux. Nous parlons et jouons avec les enfants, ou nous nous asseyons simplement à leur côté, offrant une présence silencieuse et rassurante. Matteo
À ma grande fierté et mon immense soulagement, s'est révélé avoir une empathie innée. Il comprend ses enfants comme peu d'adultes le peuvent, car il a été l'un d'eux, portant les mêmes cicatrices invisibles, ayant connu les mêmes peurs et les mêmes silences. Un jour, alors que nous rangions les jouets, Matteo, son petit visage grave, me demanda si nous avions mis en prison la maîtresse. Je lui expliquai calmement que non, qu'elle avait été renvoyée et qu'elle était partie loin de la ville. Puis, avec une innocence désarmante, il me demanda si elle me faisait de la peine. La question me força à une introspection sincère. Je restai silencieux un long moment, mes pensées s'attardant sur le chemin qu'elle avait choisi. Finalement, je lui répondis, ma voix empreinte d'une certaine mélancolie. « Un peu, oui, avouai-je. Elle aurait pu choisir une autre voie, un chemin de rédemption. Mais elle n'a pas voulu, ou peut-être n'a-t-elle pas pu. Et ça, mon cher Matteo, c'est triste. » Il me demanda ensuite si nous avions bien fait de lui offrir une chance. « Oui, Matteo, » lui dis-je avec conviction, « nous avons bien fait. Nous lui avons tendu la main, lui offrant une opportunité de changer, de réparer. Elle ne l'a pas saisie, c'est vrai, mais nous l'avons donnée. Et ça, c'était le plus important. » Pourquoi était-ce important ? Sa petite voix persistait, cherchant à comprendre. Je le regardais, un sourire doux sur les lèvres. « Parce que, répondis-je avec affection, c'est ce qu'aurait fait grand-père. » L'image de mon père, son visage buriné par le temps et le travail, son regard pétillant de sagesse, me revint. Il avait toujours cru aux secondes chances, à la dignité inhérente à chaque être. Il m'avait enseigné que la compassion n'était pas une faiblesse, mais une force profonde, une boussole morale. Sa philosophie simple mais inébranlable me guidait encore. En avril, sous un généreux soleil printanier qui caressait les jeunes pousses, nous avons organisé une journée de travail communautaire dans la cour de l'école. L'air doux embaumait le parfum de la terre fraîchement remuée et des premières fleurs. Des dizaines de bénévoles, armés de pelles, de pinceaux et de sacs, s'étaient rassemblés. Ensemble, nous avons planté des arbres jeunes et prometteurs, symboles d'un futur plus serein. Les rires et les conversations remplissaient l'espace, tandis que nous repeignions la clôture décrépite de couleurs vives, effaçant les traces de l'abandon. Nous avons ramassé chaque déchet et chaque feuille morte, redonnant au lieu sa dignité. Parmi ces visages souriants et travailleurs, je reconnus plusieurs parents, les mêmes qui, quelques mois auparavant, avaient ri de notre détresse. Leurs regards, autrefois moqueurs ou indifférents, étaient maintenant empreints de respect et d'une volonté palpable de contribuer. C'était un signe que le changement était possible, même dans les cœurs les plus endurcis. L'air doux, imprégné de terre fraîche et de peinture neuve, portait les murmures des conversations apaisées. Le claquement des pinceaux ponctuait un silence respectueux. Matteo travaillait à mes côtés, nos bleus de travail maculés de terre et de peinture. Il n'avait plus honte. Ses joues barbouillées, ses yeux brillaient d'une joie pure et contagieuse. Il riait aux éclats, se salissant, et aidait les plus jeunes avec une patience nouvelle. Le souvenir de son visage fermé et de ses épaules voûtées quelques mois plus tôt s'estompa, balayé par l'éclat de son bonheur présent. Il était heureux, profondément heureux, et ce spectacle me remplissait d'une paix inespérée. Alors que le soleil déclinait doucement en fin d'après-midi, nous rentrions. L'air se rafraîchissait, portant l'odeur du travail acharné et la promesse du printemps. Matteo, sa petite main fermement agrippée à la mienne, me demanda soudain de lui parler de son grand-père. « Papa, tu ne m'as jamais vraiment parlé de lui, » dit-il, levant vers moi un regard curieux. « J'aimerais savoir comment il était. » Un sourire ému étira mes lèvres. Je lui promis de tout lui raconter, une fois rentré, autour d'un bon chocolat chaud. Nous cheminions le long de la rue, le crépuscule nous enveloppant. Mon bleu de travail taché de terre et de peinture, mes mains calleuses témoignaient de l'effort. Je n'étais pas l'homme d'affaires en costume que j'avais rêvé d'être. J'étais resté le fils d'un balayeur, mais mon fils marchait à mes côtés, fier et sans la moindre gêne. Une fierté tranquille m'envahit, une profonde acceptation de qui j'étais. Mon père avait raison. Ce n'est pas ce que l'on porte qui compte, c'est ce que l'on a au fond de soi. Lui, il portait la bonté, une patience infinie, une capacité à pardonner surhumaine. 22 années m'avaient été nécessaires pour enfin l'intégrer,
cette vérité fondamentale. Maintenant, je la sais, et je sais que c'est le plus précieux des héritages à transmettre à mon fils. L'héritage d'un balayeur, oui, mais une richesse inestimable. J'avais toutes les cartes en main pour anéantir cette femme, l'enseignante. L'argent, les contacts, l'influence, et une preuve irréfutable. La partie la plus honnête de moi-même admet que, après 3 mois à voir mon enfant dévasté, j'aurais probablement choisi la voie de la démolition, lui rendant la vie impossible. La colère, la vengeance sont des poisons si tentants. Mais je me suis souvenu de mon père, cet homme humble qui, un hiver glacial, pelait la neige devant la maison de la voisine qui l'insultait, sans un mot, avec une dignité inébranlable. J'ai choisi une autre voie, non par faiblesse, mais par compréhension. Comme mon père, j'avais saisi que la vengeance tue l'âme, l'empoisonne, et ne laisse qu'un goût amer et un vide abyssal. Matteo ne se souviendra pas du jour où j'ai détruit quelqu'un. Il se souviendra de celui où j'ai offert une chance à qui ne la méritait pas, puis laissé la justice faire son travail sans haine ni amertume, avec une dignité silencieuse. Cela vaut bien plus que n'importe quelle vengeance, car cela construit l'avenir plutôt que de s'accrocher aux ruines du passé. La photo de mon père, souriant avec son bleu de travail et son balai usé comme un sceptre, reste pour moi l'image la plus puissante de cette histoire. Ses yeux rieurs, malgré les rides, figés dans un instantané sépia, incarnent l'essence de la dignité et de la force tranquille.